aujourd'hui, ce webinaire, ça se nomme Maintenance éolienne, les choix qui s'imposent. Il est présenté par deux experts, donc Jérôme Garding, qui est responsable du centre de diagnostic à distance pour SKF en France. Donc, depuis 11 ans, donc, il installe et assure le suivi des systèmes vibratoires dans vos parcs éoliens. Et puis également Fabrice Dromy, responsable du développement commercial et maintenance conditionnelle dans l'industrie éolienne depuis plus de 10 ans, donc qui vous propose des solutions contribuant à la fiabilisation de vos éoliennes. Bonjour à vous deux. Je laisse la parole à Fabrice qui vous présente l'agenda. Bonjour tout le monde, donc bienvenue sur ce premier webinaire pour la maintenance éolienne. L'agenda, donc trois chapitres, des considérations économiques par rapport à vos enjeux, notamment sur le côté opération et maintenance. Ça nous amènera sur le côté maintenance prédictive avec le CMS, comme il est bien souvent appelé dans l'industrie éolienne. Et puis je passerai la parole à Jérôme pour un cas concret de détection et on ouvrira sur les séminaires suivants. Donc les enjeux au quotidien, donc on suppose que le parc est en opération depuis un certain temps, depuis un certain nombre d'années. C'est le scénario qu'on vous propose de considérer à l'instant T. Donc à partir de là, on va visualiser les coûts d'opération pour une ferme éolienne donnée sur l'axe Y. Et la durée de vie de la ferme en abscisse. Donc de notre point de vue, en fait, les parcs, notamment en France, commencent à arriver sur des tranches d'âge qui sont proches des 10 ans. Et nous avons observé qu'aux alentours des 7 ans, beaucoup de turbines, une majorité d'entre elles, ont rencontré une défaillance de composants majeurs. Ce qui fait que les coûts d'OPEX, en fait, ont pris forcément une augmentation brutale. Donc, ces coûts imprévus étant ce qu'ils sont, il a fallu les assumer. Donc, on parle ici d'un changement ou de gearbox ou de main shaft bearing notamment. Par contre, ce qu'on voulait juste vous mentionner, c'est que si cette fameuse défaillance, elle n'a pas été comprise du point de vue analyse des causes, eh bien, il y a de grandes chances qu'elles se reproduisent avec plus ou moins la même durée de service. Et ce qui va gréver bien sûr la productivité et de la turbine, bien sûr, mais ça peut se traduire également par un impact significatif au niveau du parc. Donc l'objectif de la session, en fait, c'est de vous sensibiliser au fait qu'il faudra un étage de détection pour éviter que cette fameuse défaillance majeure se reproduise, afin de garder une profitabilité correcte du parc sur cette échelle. Donc, qu'est-ce qu'on peut trouver aujourd'hui en termes de statistiques de ce point de vue-là? Donc, on a extrait ici l'analyse globale des coûts d'opération et maintenance procurés par le cabinet Make. Donc, comme vous le voyez sur la colonne de gauche, les coûts d'ONM représentent donc 58% du total de l'OPEX. Donc, tout le reste, en fait, on aura du mal à avoir un impact dessus. Maintenant, ce qui va nous intéresser, c'est que les coûts non planifiés, quand on les décortique au sein de l'ONM, ils représentent pour le WIN 65%. Ce chiffre, il est dans l'absolu élevé si on compare l'éolien notamment aux autres sources de production d'électricité. Et quand on l'analyse un petit peu au niveau macroéconomique, il est dû certainement à des difficultés à prédire ces défaillances-là, mais également à des taux de défaillance élevés de certains composants. Nous, en tant que fabricants de roulement, ça se retranscrit dans notre fenêtre, en fait, pour une certaine pression pour rechercher des solutions et fiabiliser certaines pièces de la ligne d'arbre. Donc c'est là-dessus que nous allons bien sûr nous focaliser. Merci Fabrice. Donc du coup, premier petit quiz comme annoncé au début de ce webinaire, donc qui va apparaître sur votre droite. Donc au vu des avaries roulement que vous rencontrez, avez-vous
avez-vous une démarche d'identification de l'origine de la défaillance? Donc toujours, souvent, parfois, jamais. Si parfois ou jamais, vous pouvez bien sûr nous l'indiquer via le chat. Donc, vous êtes tout de même nombreux donc, à répondre. Donc, ouais. On va attendre quelques secondes. Très bien. Bah, merci beaucoup donc, d'avoir répondu. Donc, il y en a quelques-uns. Il y a 14% qui ont répondu. Vous êtes 14% à avoir répondu toujours. 21% souvent. 29% parfois. Jamais. Donc, vous êtes très rare à avoir répondu jamais. Donc, la majorité, c'est parfois. Donc, Fabrice, peux-tu, s'il te plaît, nous indiquer un peu quel est l'intérêt d'avoir une démarche d'identification de la défaillance, de l'origine de la défaillance? L'intérêt, en fait, c'est la transition que nous allons faire maintenant. Donc pour ça, en fait, on va s'intéresser, je vais vous proposer une autre statistique qui est, elle, beaucoup plus précise que celle qu'on a vue précédemment procurée par le cabinet Make. Donc cette statistique-là, elle concerne un certain nombre de roulements qui sont passés entre nos mains et qui ont pu être analysés. Donc cette statistique, elle est mixte sur toutes les industries, mais nous pensons qu'elle s'applique assez bien au wind également. Donc le roulement est souvent considéré comme un fusible mécanique et ces traces de fonctionnement, en fait, quand vous pouvez les visualiser de manière précise, elles peuvent vous renseigner sur l'origine de la défaillance. Donc si on regarde ce petit graphique, en fait, on s'aperçoit qu'il y a un tiers à peu près des causes un tiers des causes de défaillance qui sont liées à la fatigue, ce qui est en théorie la mort naturelle pour lequel le roulement a été calculé par le fabricant de la machine. Or, bien sûr, une surfatigue anormale qui serait due par exemple à un déséquilibre ou un désalignement excessif. Ceci étant dit, deux tiers des pièces restantes sont mortes pour des causes externes au roulement lui-même. Donc vous le voyez, principalement la lubrification, la pollution et un montage qui n'aurait pas été approprié. Donc je dirais, si on considère ces cas-là, la conclusion c'est que remplacer le roulement lui-même ne sera pas un remède à la cause de cette avarie. Et très probablement, la durée de service, si elle était anormale, elle sera également écourtée dans les mêmes proportions. Donc dans ce cas-là, il n'était pas uniquement, je dirais, le changement du roulement n'était pas la solution ultime. Donc les choix qui s'imposent. Dans tous les cas, quelle que soit l'origine de la défaillance, on en a vu quelques-uns sur le slide précédent, quelle que soit l'origine de la défaillance des roulements, il faut pouvoir l'anticiper avant qu'elle soit à un stade trop avancé, ceci afin de se donner le temps d'effectuer les réparations qui seront impliquées. Donc en termes de détection de la plupart des défauts mécaniques, et le roulement étant une des proportions significatives dans le wind, le monitoring vibratoire est pour nous une approche qui est avérée en termes d'efficacité. Pour la plupart, des signes d'usure qui affectent les pistes ou les éléments roulants, ou à partir de là, vous générerez des signaux de vibration typiques qui permettront d'être alertés. Donc avant d'arriver sur l'analyse en elle-même, un petit récapitulatif sur les bonnes pratiques en termes de condition monitoring, que ce soit système ou service. Le premier point que nous voudrions mentionner, c'est la technologie. Il faut qu'elle soit adaptée au suivi des éoliennes. Les systèmes qui sont aptes à suivre les lignes d'arbre d'éoliennes, ils doivent répondre à deux principaux critères. Une dynamique suffisante pour mesurer les bas niveaux vibratoires qui sont liés aux vitesses lentes que l'on rencontre chez vous, ainsi que la capacité à conditionner le signal aux paramètres process que sont la vitesse de rotation, éventuellement la puissance, ce afin de comparer des choses comparables. Vous avez en fait un critère assez simple aujourd'hui pour savoir si un système est avéré être de qualité, c'est la certification. Vous en retrouvez deux en fait, Germanische Lloyd pour l'Europe et UL CSA pour les USA.
Cette certification, elle nous impose d'écrire le hardware et les capteurs qui y seront associés. Il y a des critères à respecter pour les capteurs et elle doit être revue tous les 2 ans. Une mise en œuvre standardisée, ce que nous entendons par là, c'est ce qui est relatif à l'installation physique, le paramétrage, la mise en service des systèmes. On détaillera ça juste après. Des équipes qualifiées et certifiées. Donc on a parlé de la technologie et du processus. Là maintenant, il s'agit de la culture des équipes qui vont installer, mettre en route et faire le suivi vibratoire de vos machines. Donc là encore, le fait d'avoir notamment des analystes certifiés selon ISO, est un gage de qualité selon nous. Et enfin, l'accès aux données via le cloud, donc ce qui est un gage de transparence pour l'accès aux données CMS, afin de pouvoir toutes les visualiser sans restriction de date ou de type d'indicateur, afin d'avoir une communication efficace entre le fournisseur de la surveillance et l'opérateur des parcs. Un petit focus sur le processus de mise en œuvre, donc s'il est avéré que vous allez mettre en œuvre ce type de système, donc on parle là de machines déjà en opération, donc on parle de rétrofit, en opposition avec les turbines qui arrivent déjà prééquipées par le turbinier. Donc les points clés selon nous, c'est l'expertise et les standards. Donc par standard, ce que nous entendons principalement, c'est le positionnement des capteurs, afin d'avoir la meilleure capacité de détection possible selon le type de gearbox, et notamment il peut y avoir des nuances dans la localisation où seront les capteurs de vibration. Donc il peut y avoir des changements d'une machine à l'autre. Les indicateurs de mesure, c'est le point sur lequel notre méthodologie a le plus évolué sur les 8 dernières années, notamment avec la standardisation des capteurs 100 mV par G, y compris sur la partie lente. Et enfin, le guide d'installation, c'est la procédure qui vous permet de répliquer une installation de qualité d'une machine à l'autre. Donc aujourd'hui, je dirais avec les années, de notre côté, nous avons consolidé des bibliothèques, que ce soit pour les modèles de suivi de machines, ainsi que pour les guides d'installation. Donc une fois installé et mis en opération, afin de tirer le meilleur parti de l'approche prédictive, avec le CMS, c'est la qualité du dialogue qui s'instaurera entre l'opération et maintenance et le fournisseur de surveillance, donc qu'il soit en interne chez vous ou en externe avec une société tierce qui sera clé. Les suspicions que l'analyse vibratoire pourra vous apporter en termes de possibilité d'avoir un défaut, elles ont souvent besoin d'être confrontées ou confirmées par d'autres sources d'informations, que ce soit les données SCADA, l'endoscopie, des prélèvements de lubrifiants. Et c'est la qualité et la vitesse de ce dialogue qui fera l'efficacité, en notre sens, des systèmes et du contrat que vous aurez signé. Très bien, merci beaucoup Fabrice pour ces précisions sur la mise en place d'un CMS. Du coup, petite question, est-ce que certains d'entre vous rencontrent peut-être des freins à la mise en place d'une telle solution? Donc vous pouvez y répondre, donc soit par est-ce que c'est un manque de ressources humaines, un manque d'expérience, une problématique budgétaire, ou même un doute sur la pertinence au niveau du rendement, ou autre. Vous pouvez préciser bien sûr dans le chat. Plusieurs réponses sont possibles. Donc beaucoup doutent sur la pertinence du ROI. Apparemment, certains, bien sûr, il y a un manque de ressources aussi qui peut être vu sur le terrain. Oui, beaucoup. Vous êtes beaucoup à dire qu'il y a un manque de ressources humaines. Certains aussi une problématique budgétaire. Donc peut-être que ce sera quelque chose que nous allons aborder. Et puis manque d'expérience, pas tant que ça. C'est vraiment le manque de ressources humaines. Vraiment une problématique budgétaire et autre chose. Donc est-ce qu'il y a autre chose que vous nous avez annoncé? Non. Donc du coup, merci beaucoup pour ces retours. Jérôme, Fabrice, que pouvons-nous faire donc du coup pour un peu rassurer ces freins et leur répondre à ces freins, s'il vous plaît?
Je dirais, juste avant de donner la main à Jérôme, le côté ressources, je pense que le cas que Jérôme va nous montrer est vraiment la preuve qu'on essaye, entre guillemets, de vous mâcher le travail le plus possible, c'est-à-dire de donner vraiment le bout d'information qui va vous emmener sur ce que nous ne pouvons pas deviner afin d'être optimum en termes de ressources utilisées entre nous qui analysons vos machines et vous qui devez après aller sur le terrain. Donc je dirais, oui, le côté ressources, on pense vraiment avoir pas mal travaillé sur les dernières années pour le rendre le plus minimal possible, je dirais, du côté des opérateurs de ferme. Donc, attends une petite seconde. Hop là. Donc maintenant, Okay. Je pense que oui, Jérôme, toi. Oui, je vais prendre la suite. Donc après la petite présentation de Fabrice, je vous propose de basculer sur illustrer un petit peu les documents que Fabrice vous a montrés sur un cas concret. Donc on va étudier un petit cas sur une machine composée d'un seul main bearing. Donc sur cette machine, elle est équipée d'un système CMS, donc un système qui collecte les données vibratoires. L'ensemble de la chaîne cinématique de la machine est équipé de capteurs vibratoires. Ces capteurs sont reliés donc au CMS. Ce CMS est lui relié à un centre de diagnostic à distance qui va analyser les données. Et puis il nous manque un composant qui est donc le capteur sur le main bearing, qui, comme vous voyez, apparaît en rouge. Et on va avoir un petit focus. Mon cas concret est basé sur ce main bearing. Donc là, on a donc une machine qui génère une alarme, donc qui envoie les données. Ces données sont envoyées sur le centre de diagnostic à distance qui, lui, va commencer à analyser et traiter ces données. La première chose qui est faite, c'est d'ouvrir la courbe significative du composant défectueux. Donc ici, on a la courbe qui est significative du comportement du main bearing. On voit bien qu'il y a une évolution qui est présente. Cette évolution, elle est là, elle est montée depuis, on va dire progressivement sur quelques semaines. À partir de là, il va falloir identifier la source de cette évolution. Donc, on fait une petite étude de spectre. Sur l'étude de spectre, ce qu'on voit apparaître clairement, c'est des harmoniques. Ces harmoniques sont liées à la fréquence de passage des éléments roulants sur la bague intérieure. Ça veut donc dire qu'on a un défaut sur la bague intérieure. Dans notre process, en fait, du coup, on a une alarme, on a une évolution de tendance, et en plus, on a identifié le défaut. On se doit d'avertir notre client. Donc, de ce fait-là, on va générer un rapport sur événement. Ce rapport sur événement reprend un petit peu les critères qui nous ont amenés à déclencher ce rapport. Il reprend aussi la sévérité du défaut. Comme vous le voyez ici, on a une sévérité de 8. Alors, sur une échelle de 1 à 10, la sévérité de 8, c'est quand même quelque chose qui nécessite une intervention assez rapide. Comment on voit cette sévérité ? Il y a l'aspect on pourrait dire la tête de la courbe, l'évolution de la courbe, le défaut en lui-même, la typologie de défaut qu'on voit apparaître, plus notre retour d'expérience, qui nous permet de juger la sévérité du défaut. Au niveau de la recommandation qu'on a fait dans le cas présent, c'est tout simplement d'aller inspecter le plus rapidement possible l'état du main bearing. Pour ce faire, donc Fabrice avait parlé d'analyse de grève, donc ça a été un des cas. Et derrière, de prévoir l'intervention sur ce main bearing. Notre client, dans le cas présent, a pris la bonne solution, c'est-à-dire d'intervenir, donc de déposer le main shaft et le main bearing pour un changement en atelier. Donc on y voit les photos. On était présent lors de ce changement. La photo illustre bien le défaut sur la bague intérieure, un défaut plutôt sévère quand même. La bague est fissurée en plusieurs endroits. Ce qui est intéressant aussi dans le fait d'avoir été présent lors de cette dépose, c'est qu'on y voit des traces, de légères traces sur la bague intérieure. Ces traces, en fait, nous laissent supposer que la bague intérieure a tourné légèrement sur la portée. La photo, juste après, va montrer l'état de la portée, en fait. On la voit ici. Donc, effectivement, elle n'est pas très très belle, en fait. De ce fait-là, on a proposé au client de contrôler l'état du logement, c'est-à-dire le palier dans lequel est hébergé le roulement, et l'état de la portée. Au niveau de l'état du logement, on va dire qu'on se situe dans les tolérances, on est conforme aux préconisations SKF. Par contre, au niveau de la portée, notre suspicion se montre exacte. Effectivement, la portée est hors tolérance.
Du coup, afin d'assurer une certaine, on va dire, conformité du montage, la portée a été reprise. Donc à présent, il y a eu une remétallisation sur la portée. Le but étant de monter un roulement neuf sur une portée saine et conforme dans un logement conforme, en fait. Voilà ce que nous a apporté cet exemple, et le fait d'avoir été présent et le fait d'avoir analysé un petit peu dans la foulée l'état du roulement. Dans ce cas, en fait, on a pu constater dans quel état était le roulement, mais aussi on a essayé de comprendre la cause de la défaillance pour tenter d'y apporter une solution. Donc à présent, c'était une remétallisation de la portée. Les défaillances de roulement, en fait, sont normalisées. Dans l'éolien, on a coutume de voir les défaillances qui sont listées ici, c'est-à-dire de la fatigue et de l'usure, du faux effet Brinell. Alors le faux effet Brinell, c'est quelque chose qu'on rencontre assez régulièrement dans les éoliennes. L'exemple est le plus parlant, c'est quand vous bloquez votre rotor au niveau de la partie arbre rapide, au niveau de la HSS, vous avez toujours ce léger mouvement de balancier, en fait, sur les parties lentes, et ce léger mouvement de balancier vient marquer les pistes, en fait, du roulement. C'est ce qu'on appelle le faux effet Brinell. On a aussi rencontré régulièrement des problèmes de lubrification insuffisante ou alors non conforme. Non conforme, peut-être que le lubrifiant n'est pas adapté pour des histoires de viscosité, de température. On a rencontré aussi des problèmes de mauvaise étanchéité, des problèmes de corrosion et de pénétration d'eau. Des problèmes de passage de courant, on va dire ça, on réserve ça plutôt sur la partie génératrice. C'est des choses qu'on rencontre très très régulièrement, pour lesquelles il y a des solutions qui existent, puis des soucis de surcharge et défauts d'alignement. L'ensemble de ces causes de défaillance sont classifiées et sont normées. La norme ISO 15243. Voilà un petit peu ce que je voulais partager avec vous pour illustrer les documents que Fabrice avait mis au départ. Après la présentation, il y a une petite session de questions-réponses et je me tiens à votre disposition si vous avez des questions. Ok, merci Jérôme. Donc, je dirais on est proche de la conclusion. Donc, ce qu'on voulait vous dire, de notre point de vue, le thème de ce premier webinaire, c'était la maintenance des éoliennes. Donc, nous, de notre point de vue, je dirais, s'il est avéré que c'est le conditionnel vers lequel vous voulez aller, avec des taux de défaillance anormalement élevés, le premier point, c'est un étage de détection efficace. Donc on vous a remontré les bonnes pratiques de mise en œuvre de la technologie de surveillance vibratoire online. Donc à partir du moment où ça c'est en bonne opération, c'est le centre de diagnostic qui sera la source principale pour les détections de défauts potentiels mécaniques et les demandes particulières. Donc ça c'est vraiment le cœur après de la source d'infos pour aller avoir des suspicions de problèmes pouvant apparaître. L'analyse des causes de défaillance. Donc, nous, de notre fenêtre, elle est focalisée sur l'analyse roulement. Il y a d'autres sociétés qui vont analyser d'autres composants de ce qui peut défaillir. Et je dirais, ce qu'il faut retenir, c'est qu'elle permettra d'établir si la durée de service et l'origine de l'avarie ne sont pas en concordance. Comme vous l'avez vu, c'est normalisé, suivant la plupart des défauts qui peuvent apparaître. Et en général, chez nous, ça tombe sous la responsabilité de l'ingénieur d'application de l'industrie concernée. Il y a un certain nombre d'ingénieurs d'application pour les différentes industries sur lesquelles nous sommes focus en France. Et à partir de là, des solutions types peuvent être évaluées, voire déployées. Donc les plus courantes que nous rencontrons dans le wind à ce jour, c'est la mise en place en rétrofit de systèmes de lubrification centralisés, pour tous les cas où la pointe graisse ne va pas toucher les pistes et les éléments roulants, et des solutions d'étanchéité qui n'ont pas été forcément optimum en termes de conception et que nous nous retrouvons à devoir retravailler. Très bien, merci beaucoup Fabrice et Jérôme. Donc on va passer aux questions-réponses. D'ailleurs, vous pouvez continuer à poser vos questions via le chat. Avant de continuer sur ces questions-réponses, à la fin de cette session, il y aura un questionnaire de satisfaction sur lequel vous pourrez répondre si ce webinaire a répondu à vos attentes, mais surtout si vous êtes intéressé sur d'autres sujets, d'autres thèmes pour des webinaires,
sachant que on vous a montré notamment l'analyse des causes de défaillance des roulements. À ce sujet, il y aura prochainement, d'ici dans les prochains mois, avant cet été, un webinaire sur le passage de courant, sur les problèmes de passage de courant. Et n'hésitez pas, donc du coup, si vous êtes vraiment intéressé par ce webinaire, à nous l'indiquer, mais également à nous indiquer si un webinaire sur les systèmes de lubrification, sur un système de surveillance vous intéresse. Il n'y a pas de souci, nous y répondrons. Donc on va passer aux questions-réponses. Il y a une première question qui est sur est-ce que le CMS permet de suivre l'ensemble de la chaîne cinématique de la machine? Je te laisse répondre, Fabrice. Non, là je vais te laisser Pauline le faire. D'accord, ok. Oui, en fait, oui. On peut suivre l'ensemble de la chaîne cinématique de la machine, à savoir, on a eu une petite présentation là sur l'aspect roulement. SKF est plutôt connu pour les roulements, mais effectivement, on peut suivre aussi tout ce qui est pignonnerie, puisque ça fait partie. Les capteurs de vibration permettent aussi de voir tout ce qui est lié à la pignonnerie. Donc tout ce qui est défaut d'engranement, tout ce qui est défaut de lubrification, on est capable de voir, de supposer des choses, et potentiellement aussi des défauts électriques. Attention, on reste dans une certaine limite de ce qui est capable de faire un analyse vibratoire. Elle est juste un étage de détection, et certainement que d'autres technologies ou d'autres solutions ou d'autres vérifications seront nécessaires suite à l'étage de détection. Très bien, merci Jérôme. Du coup, nous avons une deuxième question sur quelles seraient les solutions faciles à mettre en œuvre pour optimiser la durée de vie des main bearings? Ouais, je dirais les solutions que nous rencontrons le plus. Alors, il est vrai qu'il commence à y avoir un certain nombre de main bearings qui défaillent sur des types de machines plus particulièrement que d'autres. Très rapidement, les deux points qui semblent être les bonnes pratiques, c'est le fait de pouvoir les vidanger, les flusher, comme on dit en bon français, donc pour essayer de les faire durer un petit peu plus longtemps et chasser la pollution autant que faire se peut. Et puis là encore, si on peut déflasquer, regarder si les appoints de graisse sont efficaces ou pas. S'ils ne le sont pas, dans ce cas-là, la lube centralisée est bien souvent un moyen d'être plus pertinent que d'aller faire un appoint à la main tous les 6 mois, quoi. Après, si ça commence à se dégrader, il n'y a pas vraiment d'autre solution que de le changer avec toutes les bonnes pratiques associées. Un partage d'un internaute qui explique que de mémoire, à peu près, il y aurait 15 ans au moins, l'analyse vibratoire était empirique. Est-ce qu'il semblerait que cette méthode de surveillance ait évolué? Le terme empirique est étonnant, mais oui, l'analyse vibratoire a forcément évolué. Les technologies permettent de faire certaines choses. Il y a une partie qui est... L'interprétation n'est pas empirique, ça c'est clair et net. L'interprétation est loin d'être empirique. Il n'y a pas de... Ça vient pas, on va dire, de manière innée. Ce sont des choses vraiment qui se calculent. Ce sont des maths derrière. Donc ça, c'est la partie interprétation de signaux. La partie quantification du défaut, on va être honnête, oui, il y a une part de retour d'expérience. Sur des machines telles que les éoliennes, on va dire que on a appris beaucoup depuis le temps qu'on a commencé à équiper ces machines, et il y a une grosse part de retour d'expérience sur la quantification de la sévérité en lui-même du défaut. L'explication et l'identification, non, il n'y a rien d'empirique. C'est vraiment des choses qui sont figées, on va dire, et qui se calculent à partir du moment où on a les bonnes infos. Par contre, la partie vraiment sévérité du défaut, il y a une partie, on va dire, qui est normalisée, puisqu'il y a des choses qui sont normalisées, il y a les normes
des normes ISO qui ont commencé à travailler là-dessus, et notamment pour tout ce qui est déséquilibre et défaut, on va dire pas de fréquence. Ça, il y a des normes qui sont imposées. Et après, il y a une bonne part de retour d'expérience qui fait que on arrive à statuer au bon moment pour arrêter la machine, pour intervenir. Ok. Moi, il y a un point que je voudrais juste ajouter, c'est le côté big data aujourd'hui qui nous a donné beaucoup d'idées, hein. Donc notamment le fait de l'analyse de flotte, c'est-à-dire, comme le dit Jérôme, de comparer les niveaux vibratoires des machines entre elles au sein d'un parc. C'est des choses qui nous permettent, sans rentrer dans l'analyse fine, d'avoir vite des suspicions. Et après, le fait d'aller comparer avec d'autres types de données, notamment le côté SCADA. Là encore, les techniques de big data nous permettent assez vite de faire des recoupements sous réserve qu'on ait les données SCADA. Et à partir de là, la vibration joue à plein son rôle de morceau d'infos crucial, mais pas complet. Mais là encore, quand on peut le grouper avec des températures, des nombres d'arrêts, de redémarrage, des erreurs de pitching, des choses comme ça, le puzzle se met en place beaucoup plus vite que par le passé, où il fallait à la main aller trier des infos process et des choses comme ça pour aller confirmer des doutes sur des accroissements de niveau vibratoire, je dirais. Très bien, merci. Nous avons encore 2 questions. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas. Donc, on va commencer par une question sur comment faites-vous le croisement des données vibratoires CMS avec les analyses d'huile et des données courant? Le croisement de données, en fait, c'est plus qu'un croisement de données, c'est juste une complémentarité. Effectivement, l'analyse d'huile permet de quantifier la présence de particules dans l'huile. Elle permet aussi de qualifier ces particules. À partir de là, si on prend un multiplicateur, les particules peuvent venir de n'importe quelle partie de la machine. La partie CMS permet de vraiment de cibler l'endroit où se trouve le défaut, où on a l'évolution. Donc, pour moi, c'est une complémentarité. Donc, on va dire la partie CMS est les tâches de détection, la partie analyse d'huile permet de confirmer vraiment le défaut. Donc, c'est juste une complémentarité. Effectivement, on a besoin, je pense, à un moment, comme Fabrice l'a expliqué aussi pour l'aspect main bearing, on a besoin d'avoir une info complémentaire pour prendre la bonne décision. Pour tout ce qui est donné d'un courant, alors si je comprends bien la question, c'est plutôt par rapport aux génératrices, à mon avis, les tâches de détection au niveau CMS permet de dire on a un défaut électrique plutôt situé sur le stator ou plutôt situé sur le rotor. Par contre, on est incapable vraiment de dire quel est le défaut et quelle est l'ampleur véritablement de ce défaut. Du coup, on a besoin d'avoir d'autres technologies qui sont les technologies qu'on connaît chez SKF, notamment les systèmes Baker ou les choses de ce type-là, pour pouvoir vraiment statuer sur l'état de dégradation de la génératrice, si on parle de ce cas-là. Fabrice, peut-être quelque chose à rajouter de ton côté? Oui, c'est vrai que le croisement des données aujourd'hui, on essaye de le rendre automatique, hein, comme je disais précédemment, beaucoup plus avec certaines données SCADA qualifiées qu'avec des analyses d'huile ponctuelles ou la partie courant. Mais bon. Très bien, merci beaucoup. Donc, une autre question, peut-on intégrer les données CMS au SCADA et éventuellement la même chose pour un comptage de particules? Oui, alors là-dessus, il y a divers protocoles, hein, qui permettent de faire ça. Après, il faut juste savoir ce qu'on veut, c'est-à-dire savoir quel est le système final qui permettra d'avoir l'ensemble des données à disposition, quoi. Est-ce que c'est le SCADA ou le CMS qui consolide dans un sens ou dans l'autre, sachant que c'est vrai qu'aujourd'hui, on observe, j'ai l'impression qu'il y a une grosse tendance pour accepter la complémentarité entre le comptage de particules online et la vibration online, et c'est vrai qu'on se retrouve de plus en plus à devoir héberger des tendances de quantité de particules sur notre logiciel d'analyse vibratoire dans ce cas.
Très bien, merci. Donc, nous avons une dernière question. Donc, une question, où est-ce qu'on peut trouver le détail de la norme ISO 15243 des défaillances roulement? Donc, pour cela, Jérôme et Fabrice, vous compléterez. Ça nous permet de faire la transition pour plus d'informations. Donc, des questions techniques, donc vous pouvez bien sûr contacter Jérôme Gardine, mais également Guillaume Vu, ingénieur d'application pour l'industrie éolienne, qui pourra justement vous répondre sur ce détail-là, sur la norme ISO 15243 sans problème. Donc n'hésitez pas à le contacter, il vous donnera tout ce détail-là. C'est bien ça, Fabrice et Jérôme? Donc, et bien sûr, pour toute autre question, vous pouvez contacter Fabrice Dromy. Donc nous n'avons pas d'autres questions. Pour votre information à votre disposition, donc nous vous enverrons ce replay donc dans les prochains jours. Mais vous pouvez également, donc, en complément du site internet skf.fr, vous pouvez aller sur un blog qui se nomme Wind Farm Management Blog, Engineering Wind, où vous trouverez de nombreuses informations sur la maintenance et sur d'autres sujets pour le secteur éolien. Je vous remercie donc de nous avoir accompagnés sur ce webinaire. Merci à nos deux experts. N'hésitez pas donc à répondre au questionnaire de satisfaction qui va apparaître à la fin de cette session et surtout de nous faire part des prochains thèmes que vous souhaitez que SKF aborde. Merci beaucoup. Merci Fabrice, merci Jérôme. Merci à tout le monde. Merci. Au revoir.